Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection en réalité. Cette perfection, c'est la paix universelle, l'accession à la paix universelle, l'accession à la fraternité, la fin de l'homme loup pour l'homme, le respect absolu de chaque diversité. Voilà, on peut imaginer tout ce que l'humanité peut imaginer de bon pour l'humanité, et en fait, on a cette aptitude. Euh, un salaire de vie, par exemple, voilà, la fin de, de la pollution, de tout, c'est-à-dire l'accession à un fonctionnement totalement écologique. On peut imaginer que dans 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, euh, on tirera l'énergie du soleil, du vent, sans ponctionner la nature, sans maltraiter la nature. On aura dépassé vraisemblablement l'élevage sous la forme qu'on le connaît, etc. Voilà. Donc, c'est vers cet état que nous allons. Sans le savoir, pour l'instant, on évolue de façon inconsciente, même si les religions ont déjà pensé ça, certaines philosophies ont déjà entrevu cette évolution euh, vers ce que, par exemple, les religions monothéistes appellent l'apocalypse, l'évolution vers la révélation, cet état où Dieu s'imposera sur terre. Et Dieu, c'est, selon ces religions, c'est l'amour, c'est le royaume de l'amour. Donc c'est le royaume de l'amour qui s'imposera, l'amour sous toutes ses formes, la fraternité, etc. La, la bienveillance, le respect mutuel, etc. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, je m'aide pour démontrer ça de certains ouvrages que je trouve au hasard de mes balades euh, sur les vides-greniers. Et donc, par exemple, j'ai acheté cet ouvrage il y a quelque temps. René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Et cet ouvrage est magique pour moi parce que il parle justement de l'évolution du concept d'humanité, comment nous sommes arrivés dans, dans ce concept d'avoir la conscience que que nous appartenons à l'humanité. Il y a 600 ans, ce concept-là n'était pas encore apparu dans l'esprit humain. Donc, voilà, et par exemple, il y a 200 ans, on n'avait pas construit les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. Donc on voit bien que entre le moment où nous sommes séparés des autres primates pour rentrer dans une évolution culturelle, on peut mesurer toute l'évolution qu'il y a eu. Voilà, on a commencé par les pierres polies, etc. Et puis la découverte des métaux, l'agriculture, enfin bref, on connaît l'histoire maintenant, l'histoire de notre évolution. Et même cette histoire de notre évolution, il y a 600 ans, elle était inconnue encore des hommes. Donc on voit bien que nous nous approchons de cette finalité, d'atteindre finalement cette perfection. Et l'homme ne pourra pas ne pas y aller. En somme, on ne peut pas ne pas améliorer l'humanité. Il y a quelque chose en nous qui nous oblige de le faire. Donc,
si on, voilà, par mécanisme, par ce simple mécanisme, on atteindra cet état d'ultime perfection. Voilà. Et cet état d'ultime perfection, même si la technique joue un rôle majeur, c'est-à-dire euh, voilà, l'accession à un fonctionnement parfaitement écologique, la paix universelle, etc. Tout ça, c'est les moyens. Mais la finalité, elle est spirituelle. Et cette finalité, c'est l'accession à l'extase facile. Donc, à cet état de bonheur absolu, cet état de jouissance suprême, cet état de paix, de sérénité. Voilà, c'est un état, je vous renvoie à la lecture sur le site Mécanique universelle ou à l'écoute des vidéos antérieures qui parlent de ça, et pour savoir pourquoi l'humanité court derrière, sans le savoir, derrière cet état que certains appellent le nirvana, qu'on l'appelle le nirvana, la béatitude, l'extase, l'éveil, le samadhi, peu importe. C'est cet état, il est voilà, c'est un état de bonheur suprême. Une grande partie des philosophies ont travaillé sur cette idée-là, en ont parlé, on le retrouve chez Platon, par exemple, dans le banquet, ce dont parle Diotime, c'est cet état. Et évidemment, c'était des états qui étaient expérimentés à cette époque par les pythagoriciens, voilà, dans les mythes d'Éleusis. Et puis, évidemment, à l'époque des Grecs, c'était en Inde, c'était déjà expérimenté depuis très très longtemps, ces états-là. Voilà. Et le bouddhisme, évidemment, c'est ce que recherche aussi le bouddhisme, le zen. Voilà. Donc, je continue ma lecture. Alors, je découvre en même temps que je lis, j'en suis arrivé aux rencontres autour de la liberté. Donc, René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 1991. Donc, il faut bien resituer sa réflexion sur le principe d'humanité. Il travaille c'est un juriste en droit international, c'est autour de l'ONU, des organisations, de comment l'homme s'organise pour se fédérer, pour pouvoir établir des relations entre les nations le plus confortable possible, le moins violente possible. Comment on travaille à cette paix universelle en somme. Et bon, l'ONU, c'est la matrice de cette évolution vers la paix universelle. Donc je continue ma lecture. Rencontre autour de la liberté. Compte tenu de ces diversités culturelles, l'humanité peut-elle disposer d'un droit international commun? Voilà. Comment est-ce qu'il se pose la question? Il pose la question. On a la diversité culturelle, c'est très important d'abord pour évoluer. C'est grâce à notre diversité qu'on construit l'humanité. Si nous étions sur le même modèle, on ne pourrait pas faire évoluer l'humanité comme on l'a fait évoluer. Donc cette diversité est énorme, enrichissante, etc. Et évidemment, si on cherche à éteindre cette diversité pour fondre, pour faire une sorte d'humanité de clone, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, le challenge, c'est de rapprocher toutes ces cultures différentes. Voilà, l'ONU, il y a les cultures africaines, les cultures arabes, les cultures américaines, les cultures chinoises, les cultures européennes, etc., qui sont représentées. Et donc, il faut faire cohabiter tout ça. Et c'est ce que nous faisons de mieux en mieux. Voilà, il y a un travail énorme. Alors,
Il est courant de soutenir que la décolonisation, en faisant émerger dans les États souverains des sociocultures privées jusqu'à là de moyens d'expression internationale, a remis en cause l'universalité d'un système qui n'était en fait qu'un droit des gens européens projeté sur le reste de la planète. Voilà comment ça se passait quand l'ensemble du monde quasiment était colonisé par l'Occident, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avant la décolonisation, il n'y avait que l'Occident qui avait droit de citer. Donc on voit l'évolution énorme à partir de la décolonisation des années 50. Donc en 70 ans, l'ONU maintenant, chaque pays, chaque ancien pays colonisé est représenté à l'ONU et donc est indépendant, etc. Et même si jusqu'à présent l'Occident pouvait mettre la pression sur ces États pour qu'ils votent de telle ou telle façon, etc. Donc ils étaient encore asservis sous un certain angle. L'émergence de la Chine, de la Russie, etc., de l'Inde, ont changé la donne. Et l'Occident n'a plus la toute-puissance qu'il avait. Et il devra perdre le peu de puissance qui lui reste pour que, et les autres pays, les autres nations, la Chine, etc., les autres puissances devront également cesser d'influencer qui que ce soit de façon injuste. Voilà, chaque pays devra avoir son propre point de vue et on ira vers cela, bien entendu. L'avènement d'une imposante majorité d'États extérieurs à l'Occident a-t-il régénéré le droit international par l'introduction de concepts nouveaux issus de pensées exotiques? Point d'interrogation. Et oui, bien sûr, problème moins simple qu'il n'y paraît. Donc, oui, ça a régénéré le droit international, bien sûr. Alors, problème moins simple qu'il n'y paraît. Avant d'examiner la mise en procès du droit des gens européens comme corps normatif universel, il n'est pas inutile de relever les ambiguïtés de l'universalisme. L'Europe en procès. Que la pensée occidentale ait longtemps été confondue avec une pensée universelle située au-delà des particularismes résulte du fait qu'elle est la seule qui refuse l'ethnocentrisme, la seule qui ne soit pas conçue à partir d'une réduction à soi, la seule qui prétend intégrer la diversité des hommes. C'est clair qu'il faut reconnaître aussi à l'Occident ses qualités. Justement, grâce à la laïcité, on n'est pas dans l'ethnocentrisme. C'est plus, même si certains voudraient ramener la nation aux origines ethniques, donc français de souche, etc., etc. C'est fini, ce modèle-là. Il est dépassé, quoi qu'il arrive. La résistance, elle est légitime. C'est pour... Voilà, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'évolution se fait entre les progressistes qui voudraient accélérer trop vite l'évolution de l'humanité et les réactionnaires qui freinent, en voulant ramener l'humanité en arrière, freinent la vitesse, en somme, des progrès, pour qu'ils soient supportés par tout le monde, en réalité. Et donc, l'Occident a cette qualité d'intégrer toutes les ethnies, toutes les religions. On ne retrouve pas ça de partout. Il y a de nombreux pays dans le monde où si tu n'as pas la religion d'État, la religion du modèle, tu es déclassé. Voilà. Donc, l'Occident a amené des choses extrêmement positives à l'humanité, mais en même temps des choses extrêmement négatives, parce qu'elle a
elle a nié les cultures, elle a maltraité des cultures quand elle ne les a pas anéanties à travers l'esclavage, à travers la colonisation, etc. Donc, voilà. Mais il faut être juste et reconnaître toutes les choses. Cette ouverture de l'Occident lui est naturelle car elle-même se définit par la complexité. Compartimentée à l'extrême au plan géographique, elle est quadrillée d'histoires spécifiques. Or, l'Europe ne s'est affirmée comme civilisation qu'à travers les conflits et les guerres, en avançant au-delà des antagonismes culturels et marchands qui la divisaient. C'est clair que cette énergie, on la tient de notre côté belliqueux. Hein. L'Europe a toujours été en guerre, en réalité, tout le temps en conflit, etc. Alors on a sophistiqué l'art de la guerre, la violence, la cruauté, le côté, le narcissisme, enfin tout ce qui est utile à la domination d'autrui. Comme celle de la Méditerranée, dont elle émane, nous, on émane de la culture évidemment méditerranéenne. La pensée européenne comporte à la fois le dialogue et l'affrontement, la foi et le doute, d'où cet esprit critique qui, au sein même des débordements de la puissance, lance la protestation de la conscience. Voilà, il y a aussi cet esprit critique qu'on retrouve voilà, en ce moment, là, qui est dans la rue, qui va manifester, qui va risquer sa peau pour changer les choses, etc. L'esprit critique dans la philosophie occidentale, l'esprit critique qui conduit à la révolution quand il y a une oppression trop importante, etc. Elle est à l'intérieur de l'Occident. Et c'est ce qui donne aussi ça fait partie de ses qualités. Voilà, il y a ses défauts, l'Occident a ses défauts, l'Occident a ses qualités, on doit le reconnaître. Celle de Las Casas dénonçant les crimes des conquistadors. Voilà, exactement. N'est qu'un moment dans une suite de témoignages d'Antigone à Sakharov. Voilà. Il y a l'esprit, c'est le goût aussi pour la liberté, c'est l'intérêt du libéralisme. L'intérêt du libéralisme, c'est d'avoir amené, mais même avant le libéralisme, l'esprit critique pouvait circuler quand même. Mais bon, le libéralisme, son intérêt, c'est d'avoir apporté l'esprit critique à la société européenne. Cette capacité européenne de remise en cause d'elle-même exprime un humanisme qui prend sa source dans un naturalisme, par définition universaliste. Il a permis des contacts entre la chrétienté et l'islam, et pour les réguler, la naissance d'un droit des gens particulier qui se fondait sur un ordre naturel et commun à tous les hommes. Bien sûr, ça a permis ce dialogue entre la chrétienté et l'islam. Mais il ne faut pas oublier que l'islam a ces qualités extrêmement profondes de respect d'autrui. Quand dans son expansion, la violence n'était pas la force dominante. Il y avait une... Voilà, l'islam, c'est accueillir. Il y a cette tradition, de rencontre avec autrui, si ça se passe correctement. Voilà, il y a dans ces choses-là. Donc, on ne peut pas voir l'Occident comme quelque chose de totalement... ça serait il détiendrait cette aptitude. Non, tous les peuples ont cette aptitude. Les peuples indiens d'Amérique du Nord avaient cette aptitude, les peuples d'Australie avaient cette aptitude, etc., etc. Donc, voilà. Dans le même mouvement,
Les souverains européens du XVIIIe siècle croyaient pouvoir conclure des traités avec des princes africains ou asiatiques sur la base de l'unité du genre humain qui, avec les Lumières, se jumellera avec le culte de l'être suprême et avec une laïcité fondée sur l'universelle raison. Alors ça, c'est très très intéressant, voilà, des choses comme ça, déjà, à partir des Lumières, et au XVIIIe siècle, déjà, il y avait euh, une diplomatie qui était à l'œuvre. Mais cette diplomatie existait, elle existe dans la tribu archaïque comme dans la nation sophistiquée. Cette acceptation des autres comme les égaux va être affectée du jour où la pensée européenne se coupera de la référence unifiante à Dieu et s'affirmera supérieure par sa volonté faustienne. Voilà le problème. C'est en se déconnectant du divin qu'en fait, et c'est exactement ce qui s'est passé dans, la, dans la colonisation, à partir de la colonisation américaine, euh, donc de la mise en esclavage, il fallait c'était impossible que les conquistadors, la façon dont ils se sont comportés, qu'ils aient un lien étroit avec l'idée du christianisme dont ils se targuaient. C'était impossible, cette violence. Donc, c'est bien en se déconnectant du christianisme, puisque le christianisme dit l'autre est ton égal. Le Christ, si on suit les principes du Christ, l'autre était un égal, c'était pas un esclave en puissance. Donc, on voit bien que c'est exactement ça, c'est en se coupant de la référence unifiante à Dieu et que l'Occident a commencé à s'affirmer supérieur. Il a dû s'affirmer supérieur pour pouvoir dominer, pour pouvoir mettre en esclavage, etc. Voilà. Et donc user d'autrui. Et donc commencer. Et là, c'est là où c'est inexcusable et où il faudra que l'Occident fasse un véritable mea culpa de cette façon de se comporter qui après l'esclavage s'est prolongé avec la colonisation, etc. Le manque de respect d'autrui. L'humanisme, en développant l'orgueil de l'homme, a suscité un débat avec Dieu. Alors ça, c'est curieux, parce que derrière... Mais ce qui est curieux, c'est que l'humanisme, en même temps, voulait l'égalité, il me semble. Si on parle des Lumières, par exemple, du 19e siècle, la vision universelle, la vision d'égalité entre les hommes, était quand même présente. Mais bon, peut-être c'est à bien lire. Alors qu'ailleurs, et on voit à quel point cette idée, ce désir de se sentir supérieur est en train de tomber complètement du côté de l'Occident. L'Occident, d'abord, commence à se révéler, à voir le monde tel qu'il est, et donc comprend que tout ce qu'on leur a dit sur sa supériorité tombe à l'eau. Il n'y a pas... On voit bien à quel point les hommes politiques, les diplomates occidentaux sont inférieurs à bien des chefs d'État, etc. Leur vision voilà, le monde commence à comprendre véritablement ce que nous sommes. Et voilà. Et nous allons devoir comprendre aussi ce que nous sommes. Nous avons des qualités, mais elles ne sont pas suffisantes pour se faire croire supérieurs à autrui. Alors qu'ailleurs, les peuples demeuraient accrochés à leurs valeurs religieuses, l'Europe cherchait des substituts à la divinité.
la raison pour les libéraux, l'histoire pour les socialistes, la science pour les positivistes, au service de ces trois déités, la science pour les positivistes, point. Au service de ces trois déités nouvelles, Prométhée, dans la liberté, construit son propre monde, dès lors qu'elle évacue Dieu, la raison, l'histoire et la science, n'ont plus d'autres absolus qu'elle-même. C'est là où on voit tout le travail qui a fini par se concrétiser avec Sartre et l'existentialisme. S'il n'y a pas de sens au monde, c'est à nous à le donner. Bon, on rentre dans cet état de toute-puissance qui a clairsemé un peu la vision occidentale et qui a renforcé ce narcissisme-là, cette vision un peu grandiose de soi-même. Dieu, la raison, l'histoire et la science n'ont plus d'autre absolu qu'elles-mêmes. En réalité, elles deviennent à leur tour objet de culte. L'Européen tente de surmonter son angoisse en instaurant des idoles. Convaincu de sa supériorité, il se pose en hiérarchie et situe sa civilisation au-dessus des autres. Voilà comment nous avons tout ça, c'est absolument décortiqué. Mais il faut que ça devienne quelque chose d'extrêmement compris, que ça soit intégré par la pensée européenne, par la pensée occidentale, par la pensée américaine. Il est temps que ça rentre dans les caboches de l'Occident, et sinon ça devra rentrer par force. Il faudrait que ça rentre par conscience, tout simplement, pour éviter la violence. Car la raison impose le progrès que l'histoire réalise grâce à la science. Il est significatif que l'humanité doive, pour Auguste Comte, être placée sous l'égide d'un grand conseil occidental. Voilà comment vous voyez, et Auguste Comte qui était un humaniste, qui était très certainement avec des bonnes intentions, des intentions incroyables, mais à cette époque-là, comment on a été englué dans cette supériorité qui a donné ce qu'on a connu avec les colonisations, enfin bref, la façon dont ont été exposés les indigènes dans les trucs universels. Là. Bon, bref, on est arrivé à croire complètement cet état de supériorité. Et l'éducation était tournée dans ce sens. Alors on voit à quel point maintenant l'éducation, c'est fini. Elle ne donne plus du tout cette image de supériorité. Et heureusement. Et donc, ça va jouer sur la mentalité, en fait, occidentale, à force. Voilà. Donc, sous l'égide d'un grand conseil occidental, et c'est exactement ce qui se passe encore de façon inconsciente, hein, mais de moins en moins, bien sûr, mais si l'ONU est occidentalisée, entre guillemets, même, voilà, il y a la puissance de l'Occident, l'influence de l'Occident sur l'ONU est manifeste. Et alors que on n'est pas la majorité sur cette planète. Le positivisme est un européocentrisme. Rien de surprenant à l'établissement d'un droit public européen et à son règne sur d'autres régions du monde par les gouvernements internationaux de fait établis dans le grand congrès du concert européen. Et l'OTAN, c'est exactement le principe d'un système qui fonctionne en meute.
en prédateur, en système de dominant. Voilà, l'Occident a cette... Et c'est pas... On ne peut pas dire que c'est une qualité. Euh, il a l'aptitude de s'organiser en gang pour thésauriser les privilèges. Mais comme une mafia sicilienne, comme un gang new-yorkais, voilà, c'est exactement comme ça. C'est un petit groupe qui, par la terreur, arrive à se réunir, à s'assembler et à imposer sa loi sur l'ensemble, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose de contestable. Donc, je pense que c'est pour ça que le monde cherche à contester et conteste cette primauté depuis peu. Là, on est en train de contester le comportement et puis cette organisation de l'OTAN en réalité, qui est, bon, elle a rempli son rôle quand à la chute du communisme, il fallait une sorte de gendarme du monde, mais on voit à quel point c'est un gendarme qui fonctionne vraiment comme un gang, quoi, tout simplement. Ce droit des gens ne saurait être universel, puisqu'il est le droit des nations civilisées. Droit de la puissance, il légalise le recours à la force. Exactement. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Et c'est là où les intellectuels qui ont soutenu cette OTAN-là, voilà, qui ont soutenu des interventions qui ne devaient pas être soutenues en réalité, qui devaient être passées par l'ONU et être gérées d'une autre façon que par la violence. L'OTAN a donné une image qui n'était pas vraiment belle pendant ces 30 années là qu'on vient de vivre. Et, en réalité, elle a rétréci le monde, elle a semé ce gang, en gros, a semé des chaos dans un paquet de pays, de nations, a fermé le monde alors qu'on était en train de s'ouvrir au tourisme, on était en train de... Les échanges commençaient à venir. Dans les années 70, l'Afghanistan était parfaitement avancé vers la liberté, quoi, hein, tout simplement. Ça n'empêche pas que dans les années 70, le soufisme était... l'islam était respecté, le soufisme était présent et en même temps, la société voulait commencer à gagner sa liberté. Et on voit ce que les interventions sur ces 30 années, 40 années, ont fait en réalité. C'est un désastre, quoi. Voilà, on allait se promener, les gens voyageaient en Syrie, en Irak, en Libye. Ce monde est quasiment fermé au tourisme. Et maintenant, on commence, l'Ukraine est fermée au tourisme, la Russie est fermée au tourisme quasiment. Donc, en fait, on voit que cette toute-puissance, ce système, ce système qui fonctionne comme ça de façon occidentalocentrique, violent, et pose un problème à l'humanité. Et c'est pourquoi la plus grande partie du monde maintenant conteste cette hégémonie. On n'a pas pris suffisamment la mesure de la signification contestataire de l'ouvrage publié en 1910 par Alexandro Alvarez, Le droit international américain. Il fit scandale par son refus de la portée projectionnelle du droit européen et de son affirmation d'un système propre au Nouveau Monde et supérieur à celui de l'Ancien par l'importance qu'il donnait notamment au mode de règlement pacifique des différends et à la renonciation au droit de conquête
En dépit des influences comtistes, l'Amérique latine demeurait attachée à un humanisme qui lui faisait souhaiter que, grâce à son exemple, l'Europe y revint un jour. Voilà, donc tout est là. En fait, il n'y avait pas perdu toute audience. Jumelé au scientisme et à l'esprit du progrès, il justifia la colonisation par sa mission civilisatrice, entreprise aberrante aux yeux de Paul Valéry. Les Européens, écrit Paul Valéry, se sont ingéniés à déniaiser, instruire et armer des peuples immenses, immobilisés dans leur tradition et qui ne demandaient qu'à demeurer dans leur état. L'Occident pouvait-il prétendre au monopole de la modernité? Bon, on va arrêter là pour cette vidéo et on continuera un peu plus tard. Voilà, merci de votre écoute et n'hésitez pas si vous pensez qu'il y a un petit intérêt à diffuser ces points de vue particuliers, parfois injustes, etc. On n'est pas... voilà, j'accepte tout esprit critique, toute critique de ces idées qui sont intuitives. En fait, je lis et je découvre en même temps et je commente. Donc ce sont des intuitions avec toutes les erreurs que ça permet, ces intuitions, mais en même temps ça donne l'idée exacte de ce que je pense à ce moment-là, même si je me trompe et je vois parfois que je suis excessif et j'essaie de canaliser, de rectifier, mais bon, voilà. Donc vous pouvez mettre des avis, ça fait avancer l'espace. Vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité. Et vous pouvez proposer cet espace à vos amis. Voilà. Je vous remercie et vous dis à bientôt.